Bonjour et bienvenue dans la salle 1, votre podcast cinéma. Ouvrez grand vos oreilles, attrapez un pot de popcorn et installez-vous bien confortablement. La séance va bientôt commencer. Mesdames, messieurs, bienvenue dans la salle 1, votre podcast cinéma. Et je suis avec Sébastien. Et on est déjà au 2e épisode, le temps passe si vite. Et oui, les choses avancent et c'est merveilleux. On a reçu tous vos commentaires du premier épisode, on les a pris en compte et on essaye de s'améliorer épisode après épisode. Et on continue à vous fournir toute l'actualité cinéma, toutes les prochaines sorties, mais aussi nos commentaires sur les films et plein d'autres anecdotes sur le cinéma. Et a priori, cette semaine, de ce que tu m'as dit, sans trop me spoil, l'actu est quand même assez chargée. Et oui, bien entendu, on va parler de choses très intéressantes. Moi, je te propose qu'on fasse pas durer le suspense beaucoup plus longtemps. Alors, attrapez tous votre pot de popcorn et on est parti. On commence tout de suite avec l'avant-séance. Salle 1, le podcast. Et cette semaine, dans l'avant-séance, on va rapidement parler des prochaines sorties cinéma. Et on va parler statuettes. En effet, on a les Oscars et les Césars qui arrivent. Et on revient sur les nominations sur ces deux événements prestigieux qui arrivent. Tout d'abord, les sorties ciné des 2 prochaines semaines, en commençant par les sorties du 7 février. On retrouve notre ami Quentin Dupieux au cinéma avec Dali, avec pas 6 mais 7A. Et c'est l'histoire d'une journaliste qui rencontre Salvador Dali pour un documentaire et ça a l'air de plaire énormément au public. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les retours après les avant-premières faites en présence de l'équipe du film. C'est avec Anaïs de Moustier, Gilles Lelouch, Édouard Baird, Pio Marmaille, Jonathan Cohen et toute la clique. Que de beaux noms sur ce casting. Moi, j'ai hâte de le voir. J'ai conscience qu'on ne le verra pas tout de suite au Québec, mais si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. La semaine suivante, donc le 14 février, on aura le retour du Marvel Cinematic Universe avec Madame Web au cinéma. Et il va être au milieu de plein d'autres films français, comme Maison de retraite 2, avec Kev Adams. On a aussi Chien et chat, avec Franck Dubosc et Philippe Lachaud, ou encore le Molière imaginaire de Olivier Py, comptant la dernière représentation du malade imaginaire de Molière, et c'est joué par Laurent Lafitte. Bon, J'adore Molière, mais alors là, j'ai un tout petit peu peur. Bref, vous allez avoir l'embarras du choix dans les 2 prochaines semaines. finalement, Madame Web, c'est la meilleure de la semaine qui sort. Alors que et pourtant, les critiques sont pas... Mais on va quand même aller le voir et on va aller se faire notre propre avis. Exact. J'aimerais maintenant revenir sur les nominations aux Oscars et aux Césars 2024. Donc ce sont les cérémonies récompensant les meilleurs films de 2023. On a tous nos chouchous dans ces compétitions, mais on va commencer avec les Oscars. Ils auront lieu le 10 mars 2024 en direct du théâtre Dolby de Los Angeles. Et comme vous devez vous en douter, en tant que néo-podcaster cinéma, nous avons reçu notre invitation. Oui, on y va demain. Oui. Alors, parce qu'on a reçu l'invitation pour voir la cérémonie depuis notre canapé sur Canal+, comme tout le monde. Et oui, et cette année, on a pas mal de records. On a Martin Scorsese, qui est nommé comme meilleur réal, et c'est sa 10e nomination. Il dépasse Tonton Spielberg et ses 9 nominations. On a aussi John Williams, qui continue de briser les records. C'est sa 54e nomination cette année pour le dernier Indiana Jones. Sinon, on peut remarquer que certains films reviennent assez régulièrement dans le palmarès, comme Oppenheimer, qui récolte 13 nominations, dont meilleur film, meilleur réal, meilleur acteur, pour Cillian Murphy. Et on peut aussi noter que Anatomie d'une chute revient 5 fois dans les nominations, dont meilleur film, meilleur réal et meilleure actrice pour Sandra Hüller. Bon, moi je lance les paris. Combien de statuettes pour Justine Triet selon toi, Seb ? À mon avis, 5, allez, je vais dire 3. 3 ? Moi, t'es optimiste. Moi je parie sur 1. Laquelle ? Moi je dirais sur le scénario original. Moi je pense que pour le reste on va clairement se faire démonter. On se bat quand même contre des mastodontes, donc... Ouais, mais tu sais, l'opinion du public, tout ça, ça peut jouer avec son discours qu'elle a eu à Cannes, tout ça. Moi je me dis... on peut être surpris. Bon, écoute, on va découvrir ça le 10 mars en direct de Canal+, pendant la cérémonie. Par contre, là où Anatomie d'une chute a toutes ses chances de rafler les prix, c'est bien les Césars. En effet, le film de Justine Triet récolte 11 nominations, juste derrière Le règne animal de Thomas Caillet, qui en récolte, lui, 12. Et la semaine dernière, on vous parlait de Chien de la casse, tiens. Et figurez-vous
qu'il est quand même nommé 7 fois et que Raphaël Quenard est nommé 3 fois. Alors une fois pour Yannick en tant que meilleur acteur, une fois comme meilleur espoir masculin, donc pour Chien de la Casse, et une fois, j'ai été un peu étonné, je sais pas si tu le savais toi, mais une fois dans meilleur court-métrage documentaire. Ah bon? Et oui, il a co-réalisé un documentaire avec Hugo David dans lequel il joue aussi. D'ailleurs, devine qui joue aussi dans le documentaire ? J'ai plus son nom. Son collègue dans Chien de la Casse. Exactement, Anthony Bajon. Bajon, c'est ça. Mais pas seulement, aussi Jean-Baptiste Durand, le réal de Chien de la Casse. Donc on retrouve toute la petite bande dans ce documentaire qui s'appelle L'acteur, si je ne me trompe pas. Bon, vous voudrez sûrement suivre cette cérémonie. Écoutez, ce sera présenté le 23 février en clair sur Canal. Ce sera présidé par Valérie Lemercier et je peux déjà vous annoncer un guest d'honneur. C'est Christopher Nolan qui sera présent à l'Olympia avec Valérie Lemercier pour recevoir son César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. C'est vrai qu'il a une belle carrière, on peut le dire, quand même. Je pense que oui, puis je pense qu'il fera pas la route pour rien. Non. Donc voilà pour l'avant-séance. J'espère que vous avez apprécié cette actualité. Ne perdons pas plus de temps et passons tout de suite avec la chronique de nos 2 films de cette semaine dans La Séance. Salle 1. Et voilà, c'est parti pour La Séance. Dans La Séance, on vous chronique donc 2 films et on commence cette semaine avec le film de Sébastien. Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors, je vous ai choisi un film assez récent, mais qui est quand même sorti il y a quelques années maintenant, puisqu'il est sorti en janvier 2019. C'est le film Green Book, sur les routes du Sud. C'est un très beau film, j'aime beaucoup ce film. Un film donc de Peter Farrelly, avec Viggo Mortensen, un acteur en devenir, je pense. Un acteur par contre en devenir pour de vrai, c'est, alors je m'excuse, je vais certainement mal dire son prénom, c'est Mahershala Ali, qu'on a vu notamment très récemment dans Le Monde d'après nous, le film de Netflix, et Swan Song sur Apple TV+. J'adore cet acteur, il est vraiment bon. Et une certaine Linda Cardellini. Petit pitch ? Allez. Alors, en 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le docteur Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une tournée de concert dans le sud des États-Unis. Est-ce que tu as vu ce film ? Alors, je l'ai vu à sa sortie au cinéma. J'ai de très bons souvenirs. Je me souviens l'avoir aimé, mais j'ai pas tous les détails en tête. Alors, je te laisse nous en parler. Alors, en fait, pour revenir un peu plus en détail dans le film, c'est donc, comme on l'a dit, l'histoire d'un videur italo-américain, on va dire un tantinet raciste, parce qu'on est vraiment dans une époque, dans les années 60, où, y a, comme on l'a dit, la ségrégation, les Noirs sont même limite pas traités comme des humains, j'ai envie de dire. Et en fait, ce gars-là, à la suite d'une perte d'emploi, vous verrez la manière, parce que bon, il trempe un peu dans des choses pas très claires, on va le dire. Il se retrouve à être engagé pour conduire cet homme-là, donc le docteur Don Shirley, qui est en fait, il se fait appeler docteur, mais c'est un pianiste incroyable, extrêmement célèbre. Et en fait, il va être engagé à la fois pour le conduire, mais aussi pour entre guillemets, le protéger, parce qu'ils vont dans le sud des États-Unis, et à l'époque, le sud des États-Unis est très connu pour être tout petit peu raciste. Et en fait, donc, tu vas vraiment avoir deux personnalités totalement opposées qui vont être contraintes de vivre ensemble, malgré que notre ami Viggo soit... Évidemment, Tony Lip est interprété par Viggo Mortensen, je ne l'ai pas précisé, mais malgré qu'il soit, très raciste, c'est quand même un gars, vraiment bon vivant, un gars simple. Alors, je dis simple, mais ça veut pas dire simpliste, mais un gars, il se prend pas la tête, il prend les gens comme ils sont, c'est un bon vivant, quoi, tu vois, mais il a ce côté très raciste, et face à lui, il a un gars qui va au début forcément pas l'aider, parce que c'était quelqu'un, donc, certes, de très cultivé, très raffiné, mais aussi très, prétentieux, suffisant, il est un peu, précieux, tu vois, donc forcément, tu pars de ce postulat de départ, tu dis, ça va clasher entre les deux, et effectivement, il va y avoir ça. Et tout au long du film, au gré des aventures, des choses qui vont se passer, tout ça va faire qu'une amitié va se lier entre les deux, et la personnalité de chacun va changer pour, au final, va arriver une amitié incroyable entre ces deux personnes, et toute l'histoire est vraiment belle, et au-delà de ça, c'est une histoire vraie. Ils le disent au début du film, mais c'est vraiment l'histoire telle qu'elle s'est passée en vrai. Ces gens-là sont restés amis dans la vraie vie, après cette histoire tournée. Je trouve ça incroyable. Le film est incroyable. En fait, c'est une belle preuve d'humanité, finalement, tu vois. Je trouve ça incroyable. Je sais pas si je voulais bien vendu comme ça. Il faut voir ce film. C'est un peu d'espoir dans ce monde. C'est beau. Ouais, je me souviens que quand je l'avais vu, j'étais ressorti avec les larmes aux yeux presque, tellement c'était magnifique. Et c'est au début ou à la fin qu'ils nous disent que c'est une histoire vraie ?
Je crois que c'est au début qu'ils disent basé sur une histoire vraie. Ok, dans tous les cas, moi je trouve que cette petite annotation, que ce soit au début ou à la fin du film, ça rajoute toujours une puissance incroyable à un film. Tu te dis, mon Dieu, on vient de voir la vie de quelqu'un sur le grand écran, donc tout ce que je viens de voir, en fait, ça s'est vraiment passé et je trouve que ça rajoute une puissance incroyable. Je vais pas plus en parler du film en tant que tel parce qu'il faut le voir si vous l'avez pas vu. Mais j'ai quelques petites anecdotes si tu veux, une ou deux petites anecdotes. J'adore les anecdotes, tu rigoles. Notamment le pourquoi Green Book. Parce qu'en fait, vous verrez dans le film, ils en parlent, mais c'est tiré d'un guide de voyage, entre guillemets, qui s'appelle The Negro Motorist Green Book. C'était publié chaque année entre 1936 et 1966. Et en fait, ça recensait tous les commerces et établissements qui acceptaient la clientèle noire. Et c'était un postier afro-américain de New York, Victor Hugo Green, qui a inventé cette chose-là. Donc vous verrez dans le film, ils le ressortent tout le temps. C'est un peu limite un personnage du film finalement. Ensuite, une autre petite anecdote que j'aime beaucoup. Le film est coécrit par un certain Nick Vallelonga, qui n'est autre que le fils de Monsieur Tony Lip, Frank Vallelonga. Donc le vrai Frank Vallelonga, c'est son fils dans la vraie vie qui a écrit ce film. D'ailleurs, pour revenir vite fait sur Frank Vallelonga, le vrai je parle, cette fois-ci, il a aussi été acteur de cinéma dans la vraie vie. Il a eu des petits rôles dans certains petits films comme Le Parrain. Un tout petit film pas connu du tout. On vous le conseille si jamais ça doit être dispo quelque part sûrement. Ouais, je pense. Un autre film que j'aime bien, je te le cache pas, tu vas le reconnaître, Les Affranchis. J'attendais que tu cites ce film. Fallait bien que je cite à un moment donné. Il a joué dedans. Et donc là, c'était des petits rôles quand même de mafieux évidemment. Et il a eu un autre rôle plus important dans la série Les Sopranos. Grosse série sur la mafia aussi. Donc voilà, pour mon petit film Green Book. Merci beaucoup Sébastien pour cette chronique sur Green Book. Est-ce que c'est disponible quelque part, tu le sais ? Alors moi je l'ai vu en tout cas en France sur MyCanal. Il était sur MyCanal, donc a priori vous pourrez toujours le voir sur MyCanal encore aujourd'hui. Parfait, donc dispo sur MyCanal, dispo également sur toutes les plateformes de VOD et bien entendu chez votre disquaire Blu-ray et DVD préféré. Moi cette semaine je vais vous présenter le film Starbucks. Alors je parle pas de café beaucoup trop cher, non, je vais vous parler de dons de sperme. Waouh. Et oui, Starbucks, c'est le nom d'emprunt d'un homme qui a été donné du sperme dans une clinique beaucoup trop de fois. Dans le film, il s'appelle David Wozniak, il a 42 ans, il a une relation amoureuse plutôt houleuse et un travail de livreur dans une boucherie familiale. Et un jour, il reçoit une lettre lui annonçant qu'il était le père de 533 enfants et qu'une grande quantité d'entre eux s'étaient rassemblés dans un collectif pour lever le voile sur l'identité de Starbucks et de découvrir qui est leur père biologique. Et j'espère qu'il n'aura pas à payer toutes les pensions alimentaires. Voilà. David étant dans une catastrophe économique, il n'a pas d'autre choix que de demander à son meilleur ami, qui est un très mauvais avocat, de l'aider. Dans le courrier qu'il avait reçu, il y avait le portrait de chacun de ses enfants. Donc en parallèle des démarches judiciaires pour garder son anonymat, David, qui est happé par une curiosité viscérale, va regarder quelques-uns des portraits et va décider de devenir l'ange gardien de ces derniers. Alors c'est le deuxième long métrage du réalisateur Ken Scott. C'est québécois, c'est sorti en 2011 et il a reçu un accueil très chaleureux donc au Québec, mais aussi à l'international parce qu'il a reçu le prix spécial du jury et le prix de la meilleure interprétation masculine au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez en France. Ce nom de festival est beaucoup trop long, je vous l'assure. Et en France, il aura également fait 400 000 entrées au cinéma, ce qui n'est pas rien pour un film québécois. C'est même très bien. Donc, dans ce film, David Wozniak est joué par Patrick Huard. Patrick Huard, on le retrouve aussi dans Bon Cop, Bad Cop. Exact. La fameuse scène où il enferme quelqu'un dans un coffre et il apprend à jurer en québécois, c'est une scène incroyable. Donc, dans ce Bon Cop, Bad Cop, il joue un policier québécois qui doit collaborer avec un policier d'Ontario, donc la province voisine, mais qui est anglophone. Si jamais vous voulez le voir dans d'autres contextes, il est aussi le présentateur de LOL qui ressort sur Amazon Prime. C'est vrai. La version québécoise, voilà. Moi, j'aime beaucoup Patrick Huard et d'ailleurs, dans LOL qui ressort, la version québécoise, je trouve que c'est Patrick Huard le plus drôle. Ça n'engage que moi. Qu'est-ce que moi j'ai pensé de Starbucks ? Déjà, il faut savoir que j'ai découvert cette comédie il y a environ 10 ans. C'est pas tout jeune, okay. C'est sorti en 2011.
Et j'ai trouvé ça au hasard en traînant sur des sites de streaming tout à fait légal. À l'époque, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas Prime Video, alors bien entendu... Ça réduit le champ des possibles. Voilà, on naviguait sur les sites disponibles sur le World Wide Web. C'était un de mes tout premiers films québécois. Donc, au-delà de l'accent qu'on trouve toujours surprenant, la première fois qu'on regarde un film québécois en tant que français, le film est extrêmement drôle. C'est un feeling good movie. Une petite pépite de réconfort. Patrick Huard dans le rôle de Starbucks, c'est tout simplement parfait. Julie Le Breton dans le rôle de la femme, c'est assez touchant aussi. Puis Antoine Bertrand dans le rôle de l'avocat pas très doué, il le fait vachement bien. Je me demandais même si c'était pas un vrai avocat qui était pas très doué. Il est juste nul, quoi. On s'attache à tous les personnages et quand je dis tout, même aux 533 enfants. Vous imaginez bien qu'on ne voit pas les 533 enfants dans le film, mais on en voit quelques-uns parce que pendant son épopée, Starbucks va rencontrer plusieurs de ses enfants sans jamais dire que c'est lui son papa. Et du coup, ça va être vraiment lui permettre de rencontrer toutes les classes sociales qui existent. Et notamment un enfant qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui est en situation de handicap physique et mental. Et donc, on vient ici poser la question aussi de l'acceptation du handicap par les parents. Okay. Ça fait rire, mais ça pose plein de questions sur plein de sujets, et notamment aussi sur la paternité. Parce que on sait que la paternité, c'est pas toujours facile, ou ça peut faire peur à certaines personnes, tout comme la maternité, mais ce film aborde ces sujets-là avec énormément d'humour et ça permet de dédramatiser ce sujet, ce qui est vraiment pas mal. Je pourrais aussi citer toute la complexité du film. Il y a plein d'autres sujets très très intéressants dont on fait référence dans le film, mais je ne veux pas vous divulgacher, comme on dit au Québec, ou spoiler le film en tant que tel. Je vous invite à le découvrir par vous-même. Et puis, moi aussi, je voudrais ajouter une petite ou deux anecdotes sur ce film, Vas-y. si tu le permets, Sébastien. Je t'en prie. Je pense que tu le sais déjà, mais ce film a eu, comme tous les films qui fonctionnent à l'étranger, des reprises à l'international, notamment en France, avec Fonzie, où c'est joué par José Garcia, dans le rôle de David Wozniak. Mais il y a aussi une version américaine qui s'appelle Delivery Man. C'est avec Vince Vaughn et Chris Pratt. Et devine qui c'est qui a réalisé ce film. Le film américain ? Ouais. J'en ai aucune idée, mais j'ai peur. C'est Ken Scott. Ça alors. Le même qui a réalisé le film au Québec. Il est malin, lui. Eh oui, il a lui-même traversé la frontière pour réaliser sa propre adaptation de son propre film. Après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, pourquoi pas ? Puis les versions internationales ont également beaucoup fonctionné. Donc, ça plaît. C'est merveilleux. Moi, ma préférée, alors j'ai pas vu les deux autres, mais je peux d'ores et déjà dire que ma préférée, c'est l'original. Je vous invite bien entendu à la voir parce que c'est vraiment cool. Si vous êtes au Québec, c'est dispo sur Netflix. Ok. Et si vous n'êtes pas au Québec, c'est malheureusement pas dispo sur Netflix d'après ce que je vois. Je ne veux absolument pas vous encourager à utiliser un quelconque VPN, mais sinon c'est disponible avec... Tant que c'est pas sponsor, on dit pas les noms. C'est ça, NordVPN, si vous nous écoutez, on est libre de toute discussion. Par contre, comme toujours, c'est disponible sur toutes les plateformes de VOD. J'ai regardé Canal VOD, Amazon Prime, c'est dispo, puis c'est dispo en Blu-ray et en DVD, si jamais vous voulez découvrir ce film. Ok, je peux te poser une question comme la dernière émission pour te... Vas-y. C'est pas tiré d'une plus ou moins une histoire vraie ? Alors, cette fois-ci, je me suis préparé. Bien joué. Dommage. Oui et non. Ok. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs cas. Il y a notamment un livre qui existe qui parle un peu du même sujet. D'ailleurs, il y a eu des affaires judiciaires à cause de plagiat qui ont été menées. Finalement, Ken Scott n'a pas été condamné coupable pour ça parce que il y avait un petit morceau, mais c'était pas le même nombre d'enfants, c'était pas, mais c'était fictionnel. Puis il y a un homme en Hollande qui s'est fait aussi arrêter parce qu'il donnait beaucoup trop de sperme dans les banques de sperme du pays, si bien qu'il a même été voir dans les pays voisins.
pour donner, et il s'est fait arrêter, et je ne sais plus, mais je crois qu'il s'est pris soit une grosse amende, soit une peine de prison, parce qu'il y avait trop de danger de consanguinité, parce qu'il avait engendré beaucoup trop d'enfants. On parle pas ici de 533, mais plus d'une centaine d'enfants. C'est quand même déjà beaucoup. Et au niveau local, au Québec, j'ai regardé, mais il y a un homme qui fait la même chose, qui propose d'engendrer des enfants pour les femmes avec des problèmes de fertilité ou des couples lesbiennes. Sauf que là, on parle pas de dons dans des maisons, dans des cliniques de dons de sperme, mais directement du fournisseur au circuit court. C'est ça, circuit court. Il a déjà une trentaine d'enfants au Québec dans les 5 dernières années. Ils disent, je crois, non, il disait que le plus vieux avait 3 ans. Ok. Donc, il est même open à découvrir l'identité de ses enfants plus tard, si jamais les enfants ont un besoin de découvrir leur paternité. En tout cas, j'ai lu beaucoup d'articles sur le sujet, mais ce n'est pas tiré d'une histoire vraie en tant que telle. Il n'y a pas écrit tiré d'une histoire vraie au début ou à la fin du film. C'est une fiction, malgré qu'il y ait des choses similaires qui se soient passées dans le monde. C'est inspiré. Ok, parce qu'il m'a semblé qu'à l'époque, Fonzie était sorti, ils avaient joué un peu sur le « c'est tiré d'une histoire vraie » pour vendre un peu le film, mais ça date, donc c'est des souvenirs vagues, on va dire. Donc voilà pour la séance. On espère que les 2 films chroniqués, on vous aura donné envie de les voir, parce que cette semaine, nous les avons aimés, les films. Alors on vous encourage à les voir comme toujours. Et on clôture cette séance. Mais restez bien assis parce qu'on démarre tout de suite le générique. Salle 1, le podcast. Et donc, bienvenue dans le générique. Restez bien assis confortablement. Oui, ce n'est pas terminé. Tous les adorateurs de cinéma restent pendant le générique, parce qu'aujourd'hui, Sébastien nous a préparé une petite chronique historique, si je ne m'abuse. Exact. Promis, après on fera autre chose que de l'histoire, mais là, la dernière fois, on a parlé donc du plus vieux long métrage de l'histoire du cinéma. Je me suis dit, cette semaine, autant être dans la continuité finalement et parler du plus vieux cinéma, la plus vieille salle de cinéma encore en activité aujourd'hui. Donc c'est notre ancêtre, c'est la toute première salle 1. Alors, pas exactement la toute première, tu comprendras tout à l'heure, je vais t'expliquer pourquoi, mais en tout cas, c'est le cinéma qui est encore en activité aujourd'hui, le plus vieux, puisqu'il détient le Guinness World Record du cinéma le plus vieux. Et ce cinéma est français. Ok. Ce cinéma, en plus d'être français, est à La Ciotat. Une petite région que tu affectionnes tout Exactement. particulièrement, il me semble. Hein. Un cinéma magnifique, vue sur la mer, incroyable. Bref, donc l'Éden, il s'appelle l'Éden Théâtre, pour être exact. L'Éden Théâtre, puisqu'avant d'être un cinéma, c'était un théâtre. Ce lieu a été construit en 1889 par un entrepreneur qui était spécialisé dans le monde du spectacle, un certain Alfred Seguin. Ça n'a rien à voir avec la chèvre de Monsieur Seguin, je tiens à préciser. Merci de le préciser. Je préfère. J'avais la question au bout des lèvres. Je le savais, c'est pour ça que j'ai anticipé. Bref, donc avant d'être un cinéma, comme je l'ai dit, c'était un théâtre. Donc on avait évidemment des pièces de théâtre. C'était un musical aussi, donc on avait des pièces de musique, mais des concerts. C'est le mot que je cherchais. Des représentations sportives aussi, on avait notamment de la boxe. Donc très vite, cet établissement a été cédé à un certain Raoul Gallo, qui aura son importance aussi plus tard. Dans le même temps, on a eu les frères Lumière, un certain Louis et Auguste. Pour ceux qui connaissent, ce sont ceux qui ont déposé le brevet de l'invention du cinématographe en 1895. Avec l'entrée du train dans la gare de La Ciotat, justement, il me semble, non ? Et justement, Louis Lumière, donc un des frères, a profité d'un séjour à La Ciotat. En fait, la famille Lumière avait une maison à La Ciotat. Et il en a profité, Louis, pour filmer une quinzaine de films à peu près. Ensuite, un peu plus tard, la même année, le 21 septembre de cette même année, donc 1895, Antoine Lumière, le père, Papa Lumière, on va l'appeler, a organisé dans le Palais Lumière, décidément Lumière sont partout, ce qu'il a appelé une expérience de cinématographe. Donc il y a convié toute la haute société française, tous ses amis, tout ça, dont certaines personnes venant de La Ciotat, et dans le lot, il y avait un certain Raoul Gallo. Là, on commence à voir un peu les liens de cause à effet. Donc Raoul était un ami déjà d'Antoine, donc ils se connaissaient. La soirée a été un grand succès, forcément, les 15 films ont été présentés. Et Raoul a dit « J'aime bien ta soirée, tu veux pas faire la même dans mon théâtre à La Ciotat ?» Donc Antoine accepte ce rendez-vous et ils disent « Ok, on fait ça le 14 octobre de la même année. » Donc ce jour-là, la séance ne va pas avoir lieu, en tout cas pas complètement, puisque la personne qui s'occupe de la projection était donc Antoine Lumière.
mais il n'était pas très bon en technique. C'était pas vraiment son domaine, et ils n'ont jamais pu diffuser les films. Ça n'a jamais fonctionné. Donc, officiellement, le 14 octobre 1895, il n'y a jamais eu de séance. Ce n'est pas la première séance de cinéma de l'histoire de l'Éden, puisque la séance n'était pas complète. En revanche, le 28 décembre de la même année, donc toujours 1895, une nouvelle projection de film est organisée à Paris, dans le Café Indien à Paris. Et cette fois-ci, c'est officiellement la première séance de cinéma payante de l'histoire. Il y avait une trentaine de personnes. Donc là, le 28 décembre 1895, on est sur la première séance de cinéma, mais qui n'est pas dans un cinéma puisque c'est dans un café. C'est alambiqué tout ça. Tu me suis toujours ? Oh oui, je te suis. Ok. 4 ans plus tard, le temps passe. Donc on est le 21 mars 1899. Et ça y est, l'Éden Théâtre fait enfin sa première projection de l'histoire de l'Éden Théâtre. Et ce jour-là, ils ne sont pas 30, mais 200. 200 personnes vont assister à cette séance. Et sacré glow up quand même, hein, de 30 à 200. C'est quand même pas mal. Et là, il n'y aura pas 15 films, mais 19 films des Frères Lumière. Que des Frères Lumière. Et donc c'est ce jour-là qui date officiellement la première séance du cinéma, puisqu'ils ont gardé l'affiche. Et c'est ce qui a permis d'authentifier auprès du Guinness World Record que l'Éden Théâtre a fait donc sa première diffusion cette année-là, le 21 mars 1899. Et c'est donc aujourd'hui le plus vieux cinéma encore en activité. Ok, et puis ce cinéma-là, c'est encore un cinéma indépendant ou... Oui. Ok. Oui, le cinéma... J'imagine qu'ils l'ont rénové depuis. Il y a eu une rénovation en 2016. Il y a une association maintenant qui gère finalement le cinéma. C'est vraiment un cinéma de village. Bon, là c'est peut-être une grande ville, mais ils ont un grand... je crois que c'est un CGR qu'ils ont maintenant. Mais l'Éden, c'est là où tu vas voir les films français, les petits films, les films d'auteur, choses comme ça. Je vois. La salle est magnifique. Sinon, je peux vous donner une autre petite date. Cadeau. Ouais, oui. La première séance de cinéma parlant de l'Éden, histoire de rester dedans, c'était le 31 août 1931, avec le film La route est belle. Puis, des petits noms encore un peu sympas. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Éden Théâtre, c'était aussi du théâtre et aussi des concerts, finalement. Certaines personnes assez célèbres, comme un certain Fernandel, Yves Montand, Charles Trenet ou une certaine Édith Piaf, sont passés par là. Oh, des petits noms comme ça, quoi. Oui, des petits artistes. C'est ça, ça reste des petits noms. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire finalement sur ce cinéma, mis à part, allez-y, si vous êtes dans la région, parce que c'est à la fois un cinéma de village, donc ça permet de faire vivre aussi les petits cinémas, mais surtout c'est un pan de l'histoire du cinéma et de France, puisque c'est un monument historique aujourd'hui. J'ai qu'une seule envie, c'est de prendre un billet d'avion, d'aller jusqu'à Marseille, de prendre un Uber jusqu'à La Ciotat et d'aller voir un super film. Alors je te déconseille le Uber jusqu'à La Ciotat, ça va te coûter aussi cher que l'avion, je pense. Ah d'accord. Tu peux prendre le TER si tu veux. Ok, va pour le TER, merci la SNCF. Parfait, écoute, merci beaucoup pour ce pan de l'histoire que tu nous as dévoilé encore une fois, Sébastien. C'était super intéressant. J'ai vraiment très envie d'aller à l'Éden maintenant. Ça pose problème, nous sommes à 6500 km. Effectivement. Eh ben, je pense que cela met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Avais-tu quelque chose à rajouter ? Pas du tout. Alors c'est dans 2 merveilleux. semaines. Oui, c'est ça. Merci d'être resté jusqu'au bout de la salle 1. Votre podcast cinéma. On sera de retour dans 2 semaines. En attendant, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, dépendant de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Ramassez bien vos déchets et suivez le panneau sortie en bas à gauche de l'écran. Merci de nous avoir écoutés et à dans 2 semaines.